Salam alaikum, Mazoul Fillaoun, bonsoir. Finalement, le terrorisme, ce terrorisme dit islamique, est juste rentré dans les mœurs, dans la grisaille routinière, entre les accidents de la route et les erreurs médicales. Ce terrorisme-là fait désormais partie du décor et il se banalise tellement que les lecteurs de journaux ne lisent plus que les titres, même ceux qui rapportent les pires attentats. Trop, c'est trop. C'est terrorisme tous les jours. Terrorisme de plus en plus débridé, de plus en plus meurtrier, de plus en plus osé, si je peux dire. Au point où il n'interpelle plus personne, ou presque, qui ne suscite presque plus d'analyse, parce qu'il ne fait plus vendre, malgré son extrême nuisance. Il faut dire que ces victimes ne sont pas très cotées en bourse. Des victimes souvent, très souvent musulmanes, mises en vente en bottes de vin à la dizaine dans cette bourse de la compassion à dimension variable. Et le plus étrange est que presque personne ne répond aux vraies questions que pose cette violence. Ce sont pourtant des questions lancinantes, des questions qui sont autant de réponses en elles-mêmes. Et plus encore, en voici quelques-unes que je vous livre en vrac. Comment se fait-il que tout le monde ait oublié que la première grosse multinationale terroriste, Al-Qaïda, a été créée par la CIA, en collaboration avec l'Arabie Saoudite, principal financier, lors de l'opération, la fameuse opération Cyclone, qui a pris fin juste après la désintégration de l'URSS. Pourquoi, malgré un faisceau de très lourdes présomptions, de coups tordus, tout a été fait pour empêcher toute enquête sérieuse et indépendante sur certains attentats commis en Occident, comme celui du 11 septembre 2001. Pourquoi, malgré la terrifiante efficacité des services de renseignements occidentaux, presque rien n'est livré sur Daesh, sur ses chefs, sur ses faramineux moyens financiers? Comment et par quel miracle cette deuxième multinationale terroriste a connu une aussi foudroyante évolution? Comment expliquer que presque toutes les victimes du terrorisme dit islamiste soient des musulmans? Quel but les terroristes recherchent-ils en faisant circuler des images particulièrement horribles? Des flagellations, des exécutions, des lapidations, des décapitations et autres atrocités du genre. Pourquoi rechercher aussi laborieusement autant d'effets contre-productifs, si je peux dire? Comment se fait-il que ce genre de terrorisme apparaît à chaque fois, de façon presque systématique, pour sauver des despotes ou pour propager de façon quasi méthodique l'anarchie au sein des peuples qui cherchaient à se libérer, comme cela s'est passé en Algérie après l'interruption du processus électoral par les généraux putschistes, en Irak après la destruction de l'Irak par les Américains, en Égypte pour justifier le coup d'État de Sisi contre le président Morsi, en Libye après la chute de Kadhafi, en Tunisie après la révolution de Jasmin, en Syrie au moment où Bachar al-Assad allait tomber. Pourquoi, presque ponctuellement, des attentats à la bombe, particulièrement ravageurs, sont-ils commis contre des populations musulmanes sans véritable objectif stratégique, si ce n'est celui, le seul observé, qui consiste à altérer encore plus qu'elle ne l'est déjà l'image des musulmans? Pourquoi, quand des révélations gravissimes sont faites, y compris par des personnalités très importantes venues du cœur même de leur régime respectif, sur la manipulation du terrorisme, comme ce fut le cas en Algérie, la presse est systématiquement aux abonnés absents? Pourquoi, au contraire, tout est fait non seulement pour occulter ces révélations qui font état de gestion et de manipulation du terrorisme, mais encore pour les faire passer pour des thèses conspirationnistes? Un bien vilain grand mot désormais. Comment expliquer l'utilité, si je peux dire, des attentats comme celui du Bardo et de Sousse en Tunisie et maintenant de Ben Guerdane? Des attentats qui ont fini d'achever le tourisme tunisien, déjà moribond. Comment les expliquer autrement que par l'objectif délibéré d'aggraver encore plus
qu'elle ne l'est déjà, la situation des musulmans qui vivent dans les pays ciblés. Comment des responsables sécuritaires tunisiens, repris en chœur par une presse qui ne se pose plus de questions, peuvent-ils, sans craindre le ridicule, affirmer que l'attaque terroriste de Ben Guerdane par une soixantaine d'individus avait pour but, je le cite, d'annexer une partie du territoire tunisien pour ériger une sorte d'émirat islamique. Fin de citation. Et tant de questions laissées en jachère, ignorées à dessein, qui gagneraient ne serait-ce qu'à être posées pour essayer de comprendre pourquoi le terrorisme, dit islamique, fait tout, sans épargner aucun moyen et encore moins les vies d'innocents, pour maculer de façon aussi irréversible l'image non pas seulement de l'islamisme politique, mais aussi celle de l'islam et des musulmans en général. Une image tellement dégradée qu'il est devenu extrêmement difficile de s'assumer en tant que musulman dans les pays occidentaux. Tant et tant de questions. Et surtout celle-ci. À qui profite le terrorisme? Aujourd'hui. Horizon. Tunisie, 55 morts, dont 36 terroristes dans l'attaque de Ben Guerdane. Le Huffington Post. En Tunisie, le spectre d'une contagion du chaos libyen. Le Point. Tunisie, nouvel accrochage à Ben Guerdane, 2 terroristes et un soldat tué. Aujourd'hui, avec nous, pour parler de tout ça, Olivier Roy, politologue, spécialiste de l'islam, qui nous parle depuis l'Italie. Nasreddine Ben Hadid, journaliste à Tunis. Chihab Bourdir, rédacteur à Les Semeurs, Tunis. Olivier Roy, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Olivier Roy, qu'est-ce que vous inspire comme conclusion, si je peux dire, cette ultime attaque de Ben Guerdane en Tunisie? Il y a deux choses. D'abord, il y a clairement un débordement du conflit libyen et une tentative de certains éléments radicalisés installés en Libye, disons, qui veulent étendre la sphère d'influence et déstabiliser la Tunisie. Mais aussi, il y a la radicalisation d'une toute petite frange de la jeunesse tunisienne. Car, autant que je sache, les combattants de Ben Guerdane, les terroristes de Ben Guerdane, sont tunisiens. Mais ça, on le sait depuis un petit bout de temps. Depuis le printemps arabe, depuis janvier 2011, on voit en Tunisie des petits groupes de salafistes radicaux qui s'attaquent, disons, à tout le monde. Qui s'attaquent à l'État, qui s'attaquent aux laïcs, qui s'attaquent même à des imams modérés, qui commettent des attentats, qui bien sûr s'attaquent au tourisme. C'est-à-dire qu'ils font tout pour saboter, disons, le processus démocratique qui a démarré, bien, en Tunisie à partir de 2011. Donc ces jeunes sont dans un refus systématique, idéologique de démocratie. Ils sont sur un projet de radicalisme total, de création d'un État, plus qu'un État islamique, c'est un califat islamique. Et ils ont trouvé dans Daesh à la fois un parrain, un hôte qui les reçoit et quelqu'un qui les recrute, mais aussi les manipule. C'est-à-dire les fait agir dans le cadre de la stratégie actuelle de Daesh, qui est de s'étendre, disons, au-delà de son bastion syrien et irakien. Et vous pensez qu'une soixantaine de ces terroristes pouvaient installer, comme ça a été dit par les autorités, un émirat islamique en Tunisie? Une soixantaine de terroristes? Bien sûr que non. Concrètement, je ne pense pas du tout que ce groupe pensait qu'ils allaient tenir et s'étendre à partir de Ben Guerdane. Je pense que leur objectif était de montrer la faiblesse du gouvernement et de l'État tunisien. Je pense qu'ils espéraient une victoire, disons, militaire, tout en sachant qu'il n'y aurait pas de lendemain. Je
pense qu'ils espéraient tuer beaucoup plus de gens, tenir un peu plus longtemps les bâtiments, les casernes, etc. Leur objectif était, comme toujours avec Daesh, de créer un effet de terreur, de sidération, de faire croire qu'ils sont invincibles, de faire peur aux gens et surtout de montrer la faiblesse de l'État. Et là, ils ont échoué, parce que pour une fois, les forces de l'ordre ont tenu, ont résisté et ont infligé plus de pertes aux terroristes que ceux-ci n'ont pu en infliger aux forces de l'ordre. Mais comment pouvaient-ils, ces terroristes, comment pouvaient-ils croire, ne serait-ce qu'une seconde, qu'ils pouvaient semer la terreur, ne pas provoquer une réaction massive de l'armée tunisienne? Ils sont dans un pays qui a une armée, qui a des services de sécurité. Quelle que soit la petitesse de ce petit pays, il a une armée très sérieuse, très entraînée. Ce n'était vraiment pas envisageable de pouvoir faire quoi que ce soit de ce que vous nous dites. Alors, ils ont sous-estimé, bien entendu, l'État tunisien, l'appareil d'État, les forces de sécurité, etc. Mais leur illusion est compréhensible parce qu'ils ont un modèle qui est Daesh en Irak. Daesh a réussi en quelques semaines à prendre Mossoul avec quelques centaines, quelques milliers de combattants et à faire fuir une armée irakienne qui était composé au moins sur le papier de dizaines de milliers de soldats. Donc je crois qu'ils ont dans l'illusion qu'on peut répéter dans d'autres pays arabes l'épopée de Daesh en Irak. Mais en Irak, l'Irak est un pays totalement dévasté, déstructuré, dans une anarchie quasi totale, où il y a des guerres de mouvances, de clans, de tribus. Je ne pense pas que ce soit comparable avec la Tunisie. Ça n'est pas comparable dans la réalité, mais dans leur tête, oui. Ces jeunes-là qui, probablement, j'attends d'avoir plus d'informations, viennent des zones les plus pauvres de Tunisie, ces jeunes-là ne voient pas la Tunisie comme un pays avec un État fort, comme un pays qui marche, comme un pays moderne. Ils voient au contraire, je dirais, la Tunisie par le côté de ce qui ne va pas. D'autre part, ils ont été entraînés en Libye. Et en Libye, ils ont ce spectacle d'une société en pleine déliquescence. Donc je crois qu'ils sont effectivement dans un imaginaire politique qui n'est pas du tout dans le réalisme. Ce ne sont pas des stratèges, ce sont des gens pour qui il y a une communauté musulmane, une Oumma qui dépasse tous les cadres nationaux, et ils ne réalisent pas du tout à quel point justement le patriotisme, le nationalisme, et je dirais aussi l'État, ont pénétré en profondeur dans les sociétés du monde arabe. Ça, ils ne le voient pas. Olivier Roy, avant de vous libérer, parce que vous nous avez demandé de partir un peu tôt, est-ce que vous pourriez nous faire une petite explication de texte de Daesh? C'est quoi Daesh? Je dirais deux choses. Daesh a deux pères. Un, c'est Saddam Hussein et l'autre, c'est Bin Laden. Daesh prospère sur la frustration des Arabes sunnites de Syrie et d'Irak qui ont été marginalisés, qui ont partout perdu le pouvoir étatique, qui ne contrôlent plus aucun État sauf la Jordanie, et qui ont été marginalisés, je dirais, à la suite d'une entente de fait entre les chiites, les Iraniens, les Alaouites et les Américains. Il y a un fort ressentiment anti-iranien et anti-américain. Ça, c'est le terrain local. Ils ont donc récupéré les cadres de Saddam Hussein, qui sont peut-être pas plus islamistes que n'importe qui, mais qui ont pris que la carte de l'islamisme permettait une deuxième chose, c'est-à-dire de recruter ces jeunes volontaires internationaux qui jusque-là étaient fascinés par Al-Qaïda, et ces jeunes qui ont fait le 11 septembre, ces jeunes qui ont fait tous les attentats en Europe, et ces jeunes, dans le fond, qui sont là pour mourir, et qui sont, pour cela, une redoutable efficacité sur le plan strictement militaire. Et c'est ça la force de Daesh. C'est de mettre ensemble une dynamique qui est purement locale et une espèce de mouvance internationaliste radicale et qui est dans une espèce de nihilisme, je dirais, désespéré. Mais d'où Daesh tire-t-il cette
faramineuse, j'allais dire, capacité à fanatiser des jeunes venus d'un peu de partout, notamment de pays occidentaux où ils sont nés, où ils ont grandi? Ben, le paradoxe, si vous voulez, c'est que ces jeunes se fanatisent sur le sol, dans les pays occidentaux. Ils cherchent Daesh. C'est pas Daesh qui va les chercher. On a un réservoir de radicalisation qui d'ailleurs ne s'exprime pas seulement du côté de l'islam, qu'on voit aussi dans des formes criminelles, de gangs, par exemple, ou du phénomène Columbine, les jeunes tirés sur leurs camarades de classe, etc. On a une espèce de radicalisation nihiliste qui part d'une frange de la jeunesse occidentale. Et parmi ces jeunes-là, certains, beaucoup de musulmans d'origine, mais également beaucoup de convertis, j'insiste là-dessus, c'est très très important, choisissent Daesh parce qu'en ce moment, c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché. Si vous rejoignez Daesh, vous faites la une de tous les journaux, vous êtes un héros, vous faites peur, vous avez des femmes, des esclaves sexuels, bien sûr, vous avez le pouvoir, et de toute façon, ces jeunes savent que ça ne va pas durer. Je crois, et on le voit quand on lit leur page Facebook, par exemple, ils sont fascinés par le modèle Daesh. Daesh n'a pas besoin d'aller les prendre par la main. Olivier Roy, merci beaucoup, en espérant vous revoir plus souvent dans nos émissions. Merci. Je reçois à présent Nasreddine Ben Hadid. Nasreddine Ben Hadid, merci d'être avec nous. Merci, bienvenue à vous, à votre équipe, à tous vos téléspectateurs et à votre invité aussi, Chiab, qui est un grand ami. Merci à vous, Nasreddine Ben Hadid. Alors, Nasreddine Ben Hadid, vous vivez en Tunisie, vous y travaillez, vous y êtes journaliste, vous suivez de très près ce genre d'événements, vous faites des analyses souvent brillantes. Dites-nous un peu, quel est votre sentiment sur ce qui vient de se passer en Tunisie, cet énième attentat terroriste? C'est comme si, un peu, quelque part, on sentait que des gens s'acharnent sur un pays qui déjà vraiment très mal, pour ne pas dire plus. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre lecture des événements? Peut-être que c'est la énième du genre, mais la première de l'espèce. Il faut dire avant, si on fait une petite lecture rétrospective du terrorisme en Tunisie, on avait un terrorisme urbain qui consistait à Bardo et à Sousse à tuer le maximum et à suicider ou à fuir, ou un terrorisme hors urbain qui consistait à tuer le maximum de soldats. Maintenant, nous avons eu droit, entre guillemets, vous m'excusez le terme, à une forme de terrorisme, d'occupation de sol. Il y a des témoins qui ont certifié deux choses, que les premiers terroristes qui se sont manifestés ont, à travers des haut-parleurs, incité les gens à se révolter, et des terroristes sont allés au centre commercial ou à la zone commerciale de Ben Guerdane. Il faut rappeler à vous, chers téléspectateurs, que Ben Guerdane, c'est une ville de commerce et de transit, de contrebande avec la Libye, et avec la Libye, pour les inciter à travailler normalement. Donc, le groupe est venu pour deux choses. Faire révolter le peuple de Ben Guerdane et occuper la ville et faire tache d'huile après la ville de Raqqa en Syrie, après le Mossoul en Irak, après certes en Libye, est venu le rôle de Ben Guerdane en Tunisie. Deux, le plus important, la faillite de cette confiance illimitée en un peuple qui leur semblait acquis, vu que cette zone, il faut le dire, il faut l'avouer, malgré la circonstance, a été délaissée avant l'indépendance, après l'indépendance, et même après les élections récentes, surtout les élections présidentielles, certains intellectuels et entre guillemets des pseudo-analystes ont parlé d'une révolte du Sud, comme quoi le Sud serait en colère tellement qu'il accepterait n'importe quelle occasion de se venger du Nord. On a fait une partition, Chiab peut s'étaler mieux que moi sur ça, il y avait en Tunisie le Nord laïque, moderniste, le Sud islamiste rétrograde. Et je pense que la faillite de cette confiance et le retournement du peuple contre ces terroristes a été le point le plus important, plus que l'attaque elle-même, avec tout le respect qu'on doit au sang des martyrs, aux blessés et à leurs parents. Et essentiellement, mais j'aime bien dire un mot concernant la théorie du complot. Il y a certainement complot. Le complot fait partie de l'histoire, mais il n'est pas l'unique explication. Il a ce que j'appelle le terreau. Le terreau est bien local. Jamel, vous êtes d'accord certainement,
si je vous dis qu'on ne peut pas créer Daesh ou le Qaïda en Suisse, par exemple. Il y a une différence linguistique, il y a une différence ethnique, entre guillemets, il y a des entités différentes en Suisse, mais ces entités-là ne règlent pas leurs problèmes à travers le sang et la violence, ils le règlent d'une manière démocratique. Il faut plutôt creuser dans le terreur, dans le passé, dans les dictatures, pour trouver les origines de cette violence qui est une forme de conversion. Daesh n'a fait que convertir une violence latente, une violence cachée, une violence potentielle en une violence active et très violente. Oui, mais qui a créé ça? Qui est derrière? Est-ce que c'est une action qui s'est créée sur le terrain, dans le terreau, comme vous dites, après un trop-plein de rancœur, de misère, ou est-ce que c'est exogène? Est-ce que ce sont des agitateurs de ficelles qui tirent de loin? J'aime bien penser et dire accuser sous la théorie du complot, mais il faut dire une chose, que le terrorisme, c'est l'industrie la plus rentable au monde. Politiquement, il faut créer la peur pour avoir un consentement des gens et pour qu'ils vous acceptent et acceptent votre théorie du pouvoir. Partout où le terrorisme est passé, il y a eu des dictatures qui ont profité du terrorisme parce que, au lieu de vous donner le choix entre la dictature et la démocratie, ils vous donnent le choix entre la dictature et le terrorisme. C'est bien banal, mais c'est bien réel. Le mal est le pire. Le mal est le pire. Vous êtes en train de choisir entre la peste et le choléra. Vous m'excusez les mots, vous oui, et vos téléspectateurs. Et il y a une chose très importante. On ne peut pas remédier à ça sans une refonte de la société. Certes, il y a les moyens militaires, il y a les moyens sécuritaires. On ne peut pas discuter avec quelqu'un qui a un clash à la main en lui prétendant la bonne parole, mais il faut aussi être dans l'action engagée pour recréer la société mieux que dans la réaction à suivre le terrorisme. Car celui qui ne fait que suivre le terrorisme, c'est comme dans un match de football lorsque vous êtes sur la défensive, au maximum vous visez le nul et au pire vous visez une défaite. Là, toutes les théories qui ont voulu combattre le terrorisme ont été dans la réaction, dans une forme de terrorisme à l'envers. Et vous connaissez mieux que moi, dans pas mal de pays, on a fait un terrorisme à l'envers, et de ce fait-là, ils ne peuvent que perdre. Mais Nassar-Eddine Belhadid, quand vous nous dites que les assaillants ont surtout tablé sur un déclic au sein de la population, essayer de provoquer une sorte de révolte et faire partir une sorte d'insurrection dans tout le sud et peut-être même aussi dans l'ouest tunisien qui est tout autant qui souffre tout autant d'un certain clivage avec le nord prospère, le nord moderne. Vous pensez que cet état d'esprit est propice à ce genre de réaction en Tunisie? Théoriquement, oui. Sur le plan de fantasme, les gens qui ont poussé cette attaque-là pensaient, rêver, fantasmer que les gens du Sud allaient se révolter et prendre les armes. Et dans le scénario macabre, imaginez que le Sud aurait pris les armes, on ne serait pas là, on aurait une forme de Raqqa, en forme de Mossoul, ou en forme de Sirte bis, ou en version plus sanguinaire. Mais les gens du Sud, même si j'ose dire et j'ose prétendre et j'ose certifier que c'est une légende délaissée aussi bien par le pouvoir colonial que par le pouvoir de Bourguiba, que par le pouvoir de Ben Ali, n'ont pas cédé à cette panique-là, malgré le nombre élevé de terroristes. Et d'après certaines sources sécuritaires et militaires, ils seraient au nombre entre 70 et 100. Malgré ce nombre important, je pense que tout le Sud le font. La matrice sociale est saine, et même la matrice sociale est anti-terroriste. De ce fait-là, le combat sur le plan des concepts est résolu. Sur le plan militaire, ça reste encore des foyers qui éclatent ici et là. Et je pense que lorsque une guerre est réglée et tranchée sur le plan des concepts, elle est perdue d'avance pour celui qui a perdu la guerre des concepts. Restez avec nous, Nassar-Eddine Belhadid. Je reviens à vous dans un moment. Chihab Bourdir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Je remercie vos téléspectateurs ainsi que mon ami Nassar-Eddine Belhadid. Merci, Chihab. Alors, je vous laisse commenter peut-être ce que nous disaient Olivier Roy et Nassar-Eddine Belhadid.
Permettez-moi d'abord, parce que la Tunisie vient d'enterrer aujourd'hui les victimes de cette attaque terroriste abjecte et odieuse, et je tiens à présenter mes vives condoléances aux familles des victimes militaires, civiles, ainsi que les forces de sécurité. Ce que je voudrais dire à propos de cela, et là je rejoins l'analyse faite tout à l'heure par Nasreddin Ben Hadid ainsi que par Olivier Roy, c'est que cet assaut qui était dirigé contre la ville de Ben Gaden était voué à l'échec. Il devait avorter, parce que ceux qui ont pensé ou imaginé que Ben Gaden pouvait accueillir ces terroristes et être un terrain propice pour une extension vers le sud, se sont trompés. C'était pour moi d'abord un acte suicidaire, une action tout à fait incompréhensible qui consistait peut-être à déplacer un peu le conflit en dehors du territoire libyen et à l'installer probablement durablement en Tunisie. Or, cette action, quelque part, reste pour moi assez incompréhensible parce que de toute manière, je ne pense pas qu'une poignée de terroristes, 60, 70, 100, peu importe le nombre... Justement, Chihab, excusez-moi de vous interrompre. Chihab Bourdil, justement, ce que je demandais à nos deux invités, pourquoi dans ce cas, les autorités ont-elles déclaré que, avec tout le sérieux du monde, que ces assaillants, ces terroristes, voulaient instaurer une sorte d'émirat islamiste dans la région, et ils ont été repris par la presse tunisienne, une certaine presse, sans vrai commentaire sur cette curieuse déclaration, justement. Alors, cette déclaration, je pense qu'elle rejoint un peu les fantasmes des Daeshiens et penser ou imaginer que ce groupe de mercenaires à la solde des multinationales du terrorisme pouvait instaurer un émirat à Ben Gaden ou ailleurs me semble assez ridicule en soi. Certes, il faut prendre au sérieux ce danger, ce péril. Il faudrait lutter avec beaucoup de force et d'énergie contre ce phénomène et ne pas le laisser s'installer en Tunisie, mais penser ou imaginer qu'un groupe de terroristes puisse s'accaparer une portion du territoire tunisien, l'annexer ou installer un quelconque émirat, là je vous rejoins, c'est complètement risible, c'est grotesque à la limite. C'est comme si l'État était démantelé, c'est comme si l'État n'était plus présent, c'est comme si la Tunisie pouvait être donc, comme le fut malheureusement l'Irak ou la Syrie, un pays qui peut être une proie facile. Et a fortiori que ces gens venaient de Libye, où règne une véritable anarchie, où ils n'ont pas pu installer cette sorte d'émirat, comme on dit. Justement, s'ils n'ont pas pu l'installer à Sirte ou en Libye, où l'absence de l'État, de l'armée, etc. est visible, je dirais, et que les Libyens, bon gré mal gré, ont résisté à cela, penser qu'ils ont une possibilité, aussi minime soit-elle, de s'installer en Tunisie ou de créer un quelconque émirat, ça fait partie un peu, je dirais, de la surenchère politique qui a lieu en ce moment en Tunisie, et du fait de créer un climat propice, je dirais, à une espèce de lutte intestine au sein même des partis politiques qui lutte malheureusement, qui dure depuis maintenant 5 ans, à laquelle nous sommes habitués. Et certains n'hésitent pas malheureusement à se servir de la Libye terroriste pour, je dirais, régler de vieux comptes et de vieux contentieux. On s'est un peu habitué à cela maintenant. Chihab Bourdil, je vais vous poser une question délicate que je poserai à Nasreddin Ben Hadid aussi. On dit que Daesh, toute proportion gardée par rapport au nombre d'habitants, que la Tunisie a livré à Daesh le plus grand nombre de combattants, relativement à sa population bien sûr. Si c'est le cas, ces nombreux combattants dont beaucoup auraient regretté d'avoir rejoint Daesh, est-ce que vous ne pensez pas que cette radicalisation de l'État tunisien à leur endroit, cette fermeture quasi totale
de ne leur laisser aucune possibilité de repentance, de retour à la mère patrie. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est faire le jeu de Daesh, justement, d'acculer ces gens au désespoir, à ne leur laisser aucun autre choix que de mourir ou d'être victorieux, ça veut dire d'abattre l'État tunisien pour pouvoir y retourner un jour? Je voudrais répondre en deux temps d'abord. Je vous en prie. Si vous me le permettez. Bien sûr. Je ne pense pas que le nombre, enfin, je n'ai pas de statistiques et personne n'en a, je suppose, mais les chiffres que certains présentent sont, ma foi, assez exorbitants. Je ne pense pas qu'ils soient 6 000 ou 7 000, un peu moins peut-être, mais peu importe le nombre. Je dirais que pour le moment, et au vu malheureusement de la vulnérabilité de l'État lui-même, sortir d'une période aussi trouble, façon de parler, on y est encore malheureusement, et chercher maintenant une conciliation possible avec ces jeunes radicalisés, ces terroristes, il faut les appeler par leur nom quand même, c'est une possibilité ou une hypothèse qui ne rencontre pas mon adhésion. Je vous explique pourquoi. Parce que pour le moment, l'État n'est pas en mesure justement de négocier un retour de ces jeunes dévoyés, de ces jeunes égarés, de ces jeunes manipulés et conditionnés malheureusement par les forces que vous connaissez et que vous avez tout à l'heure d'ailleurs bien décrites. Pour le moment, l'État n'est pas en mesure, je dirais, de faire face à cette situation-là avec des procédures, je dirais, comme ça a été fait en Algérie, par exemple, ou ailleurs, une sorte de réconciliation. Et non, la porte devrait rester ouverte, d'accord, mais pour le moment, malheureusement, il existe une espèce de faiblesse structurelle qui s'est instaurée un peu partout en Tunisie, et au sein même de l'État, de son appareil sécuritaire, etc., qui fait que pour le moment, je suppose que une négociation avec eux est tout à fait hors de question. Après, peut-être, oui, il sera possible de voir dans quelle mesure ces jeunes-là pourront être récupérés. On sait tous que, entre autres, ce qui peut amener un jeune à aller vers la mort et à s'inscrire dans cette démarche tout à fait diabolique et perverse, c'est la pauvreté, la frustration, les inégalités, enfin tout ce qui a été à l'origine de la révolution tunisienne elle-même. Mais néanmoins, il faudrait aussi penser que nous n'avons pas peut-être aujourd'hui les moyens de récupérer ces jeunes-là, de les installer dans des centres, je dirais, je ne sais pas comment les appellerait-on d'ailleurs, de réinsertion, de rééducation, de déconditionnement peut-être, mais... Et est-ce que la société tunisienne ne devrait pas y penser, selon vous? Certes, elle devrait y penser. C'est même inéluctable. C'est même une fatalité. Mais y penser quand on dispose des moyens, justement, de pouvoir garantir au moins un résultat après. Mais pour le moment, je pense que nous sommes dans un climat de lutte et d'hostilité, d'ailleurs, émanant de larges franges de la société qui n'admettrait pas un tel acte et qui penserait... Restez avec nous, Chihab Bourdier. Nasreddine Ben Hadid, je vous pose la même question, si vous l'avez entendu. Ben, sur le plan de la question elle-même, je dirais deux choses. Je dirais premièrement, tant qu'on s'attaque au septum, on ne s'attaque pas à la maladie elle-même, je vais me redire, on va rester sur la réaction et non pas sur l'action. La question qui se pose et s'impose. Pourquoi cette société-là, telle algérienne, tunisienne, syrienne, irakienne, libyenne ou même yéménite, a connu une faillite pour dégager le terrorisme? Les terroristes ne sont que le fruit d'une faillite. Pour des raisons politiciennes, pour des raisons de pouvoir, on ne parle jamais de la faillite, on parle du produit de la faillite. Et tant qu'on combat le produit de la faillite, on saura toujours combattre le produit de la faillite. De ce fait-là, on va remplacer une forme par une autre. On a eu le Qaada qui avait une forme de combat sans s'occuper de terre. On a maintenant la deuxième génération qui veut instaurer des Émirats. Et de ce fait-là, on va entraîner dans des excès de fièvre, et Dieu sait quelle sera la génération d'après, celle d'après. Deuxièmement,
je suis certain que l'origine du terrorisme en Tunisie remonte au temps de Ben Ali parce qu'il y a une forme de muerta en Tunisie, la loi du silence, sur tous les médias qui ne parlent pas du terrorisme de temps de Ben Ali. Vous savez mieux que moi chez AFC en Tunisie, de temps de Ben Ali, on ne pouvait pas parler d'un sujet sans que le pouvoir ait courant de la discussion. Et on se demande pourquoi les Tunisiens du temps de Ben Ali étaient les plus nombreux en Irak, avec le témoignage des Américains qui le disent dans leurs statistiques, tout ça est publié. De ce fait-là, nous sommes sur 3 niveaux, je pense. Nous sommes ce que j'appelle sur le terrorisme individuel. Des gens blasés par une situation qui prennent la décision de rejoindre un foyer terroriste. Nous sommes dans les réseaux qui activent en recherche de terrorisme, nous sommes dans le commerce de terroristes. Il y a des recruteurs, comme, vous m'excusez la comparaison, le terme, c'est comme les recruteurs de football. Ils reçoivent un pourcentage, une forme de prime sur chaque terroriste engagé. Nous avons là, en Tunisie comme ailleurs, une forme de recrutement, une forme d'agence de recrutement qui s'en fiche essentiellement qu'ils soient islamistes ou formés ou non. Il faut mieux qu'ils soient de bonne constitution physique, qu'ils puissent porter les armes. Nous sommes dans une forme de recrutement. C'est la logique de l'État. N'oublions pas que Daesh, c'est le diminutif d'État, et un État cherche la rentabilité sur le terrain, tandis que Al-Qaïda cherchait ce que j'appelle la répercussion sur le terrain. Entre la rentabilité et la répercussion, il y a une grande différence. Daesh cherche des gens à occuper le terrain. Et de ce fait-là, si on continue à combattre le terrorisme comme on le fait actuellement partout dans le monde, on ne va pas l'éradiquer. Mieux que ça, et pire que ça, on va faire une forme de Sisyphe qui, tout en portant la pierre en montagne, ne fait que régresser encore une fois. Nous serons mis avec une logique autre. À toutefois, il y a une forme d'augmentation exponentielle du degré de terrorisme. Et nous savons que Daesh a des armes chimiques et même bactériologiques. Et je pense que la prochaine génération va nous faire oublier Daesh comme Daesh nous a fait oublier Al-Qaïda. On parle de terrorisme, on parle toujours de terreau favorable. Or, en Tunisie, qui subit des coups de boutoir depuis la révolution de Jasmin, de la contre-révolution, de la réaction, du terrorisme, est un terreau de plus en plus favorable, où la misère se répand de plus en plus comme une tache d'huile sur tout l'ouest tunisien, ou presque, pardon, sur tout le sud tunisien, dans des poches au nord du pays. Est-ce que ça ne risque pas, si ça continue, de devenir carrément ingérable? À qui vous posez la question? À vous, Nassardine Ben Hadid. Jamel, c'est bien de dire que la Tunisie est partagée entre nord et sud, ou est. Mais moi, j'habite dans une rue, la capitale, presque au centre-ville. On a devant nous quelques immeubles où il y a une pauvreté extrême, une pauvreté, ce que je veux dire, exemplaire entre les guillemets. Donc, il ne faut pas partager la Tunisie entre gens du nord, gens du sud, ou gens de l'est, ou gens de l'ouest. Il faut partager la Tunisie, comme tout le monde, entre gens qui ont et gens qui n'ont pas. Il y a une pauvreté extrême, officiellement, avec la reconnaissance de l'État et des instituts de sondage, plutôt de statistiques, 20% des Tunisiens sont pauvres. Ali ont maquillé les statistiques. Maintenant, tant mieux qu'on ne peut plus le faire. Il y a une forme de faillite de la société et surtout une faillite de la révolution, dans le sens que la révolution, certes, on a fait des élections, on a fait une constitution, mais c'est comme l'arbre très beau qui n'arrive pas à donner de fruits. De l'extérieur, on a une vision de la Tunisie qui a réussi sa révolution tant que l'arbre arrive à plaire, et dans d'autres régions du monde, l'arbre n'a pas quitté le sol, comme en Syrie, ou comme au Yémen, ou comme en Égypte, ou comme en Libye, ou en Irak. Mais cet arbre-là, aussi beau qu'il soit, il est, je pense, non productif, et des gens ici ne peuvent pas s'intéresser à la beauté de la démocratie en elle-même, mais à la rentabilité de la démocratie. Une démocratie qui n'est pas rentable sur le plan économique, sur le plan social, une démocratie qui ne remet pas en cause le système ou le modèle de développement, n'est pas une démocratie, c'est une forme de partage de pouvoir plus équitable, plus transparent, plus démocratique entre guillemets.
mais le peuple réel, vous et moi, on cherche à avoir deux choses, la sécurité, une amélioration de la condition de vie. Sur le plan de la sécurité, la Tunisie n'est pas un modèle, même si elle est meilleure que d'autres. Sur le plan des conditions de vie, la Tunisie n'est pas un modèle, même si elle est meilleure que les autres. De ce fait-là, le peuple se compare à sa situation, il ne peut pas se comparer à d'autres. Le peuple tunisien ne peut pas dire tant mieux, alhamdoulilah, on est bien comparé à la Syrie, mais il dit tant mieux, tant pis plutôt, on n'a pas eu ce qu'on devait espérer. Tous les indicateurs économiques sont au rouge, le pourcentage ou le taux de chômage s'est élevé, l'inflation elle est galopante, et tout l'investissement extérieur ou intérieur est en régression, pas très importante, mais en régression, et le nombre de chômeurs, surtout des hauts diplômes, commence à augmenter de façon très importante. Ce qui est très dangereux pour Daesh, c'est qu'elle est rejointe par une élite qui devait former le pays, une élite qui devait fondre une nouvelle société. Ces gens-là, à une grande majorité des ingénieurs, des médecins et d'une très grande compétence, vont chercher à fonder leurs rêves, parce que la vie est faite de rêves, ailleurs, malheureusement, chez les terroristes. Merci Nasreddin Ben Hadid. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Chihab Bourdir, comment dans de telles sombres perspectives, vous, les semeurs, envisagez-vous de pouvoir semer quelconque graine d'espoir? Nous, les semeurs, justement, nous sommes d'abord nombreux. Nous venons d'horizons divers. Nous avons, disons, un socle commun, des valeurs communes que nous essayons de répandre, de défendre et de diffuser. Entre autres, pour revenir à cette question, ce qu'il faudrait semer aujourd'hui en Tunisie, c'est d'abord la culture, l'instruction. Tout ce que nous déplorons aujourd'hui résulte en effet de 23 ans de jachère. Ce qui résulte d'une dictature, c'est ce que l'on voit aujourd'hui en Tunisie, comme en Syrie, comme en Irak, comme malheureusement un peu partout dans les pays arabes. La dictature ne peut que, je dirais, provoquer ce genre de déficience. D'autant plus qu'en Tunisie, on a été gouverné pendant 23 ans par une dictature à la fois mafieuse et illettrée. Or, cet illettrisme, que je qualifierais d'abject, a créé cette situation propice à une daïchisation, malheureusement, d'une bonne proportion des jeunes Tunisiens qui, n'ayant pas d'horizon, ont préféré fuir dans ce monde fantasmagorique et, hélas, bien criminel de la contrebande ou bien du terrorisme, ou bien c'est un État qui a suscité de terribles vocations. Et un jour ou l'autre, on devrait bien analyser le legs sinistre du bénalisme et de toutes les dictatures arabes. Cet héritage que nous sommes aujourd'hui censés le gérer, mais de quelle manière peut-on le gérer s'il a produit autant de monstres? Et ces monstres-là, on devrait bien, naturellement, sans se voiler la face, se dire que nous en sommes responsables et assumer les responsabilités qui sont les nôtres. Mais encore, y a-t-il de l'espoir, vraiment? Non, il y a de l'espoir. S'il n'y a pas de l'espoir, ce serait terrible. Nous espérons tous que peut-être ça prendra du temps, ça prendra le temps qu'il faudra, le temps nécessaire. Mais j'espère quand même que la situation changera. Comment En défendant d'abord les quelques acquis que nous avons aujourd'hui, la démocratie, la liberté, et puis en faisant en sorte que cette démocratie s'étende à tout le monde et qu'elle soit profitable, comme le disait Nasreddin tout à l'heure, à toute la société, et que cette lutte de classe qui existe aujourd'hui en Tunisie, il ne faut pas se voiler la face aussi. Une pauvreté extrême ne peut conduire qu'à des actes extrêmes, et il faudrait réduire cette fracture sociale et ne pas l'aggraver, et faire en sorte qu'il y ait dans la société tunisienne moins d'égoïsme, et que les gens qui ont profité justement, les nantis qui ont profité des 23 ans du bénalisme, aujourd'hui sachent que si la Tunisie doit être sauvée de ce phénomène-là,
tous doivent y contribuer et tous doivent mettre la main à la pâte et tous doivent normalement, en plus, céder quelque chose au profit des régions déshéritées, au profit de ces jeunes et penser à investir dans ces régions d'une manière qui soit efficace et en même temps qui débouche un peu les horizons à ces jeunes désespérés, frustrés et malheureusement embrigadés par avant d'être embrigadés par le radicalisme, ils ont été embrigadés par la pauvreté elle-même. Chihab Bourdir, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, je me suis rendu en Tunisie en vacances. Pour moi, aller en Tunisie en vacances, c'est presque du militantisme. Oui. Et j'ai entendu une phrase terrible. Et ce qui est plus terrible, c'est que je ne l'ai pas entendu venant d'une seule personne ou dans une seule ville. Je l'ai entendu un peu partout, où les gens disaient la même chose. Ils disaient « Inna al-Bouha Thora ». Ça m'a profondément meurtri. Est-ce que vous croyez que la révolution a été déviée, dévoyée, fourvoyée, ou est-ce qu'elle s'est tout simplement arrêtée à mi-chemin, au milieu du gué? Qu'elle se soit arrêtée à mi-chemin et au milieu du gué, c'est un fait et personne ne peut le nier. Par contre, il existe quand même une très forte propagande contre-révolutionnaire qui a réussi à faire passer ce message pessimiste et qui a réussi même, je dirais, à faire haïr auprès, malheureusement, de personnes qui sont, disons, dont le niveau de conscience quand même est assez dégradé, assez faible. Ils ont réussi à pénétrer dans leur esprit et à associer justement la révolution au marasme économique, politique qui existe aujourd'hui et qui prévaut en Tunisie. C'était un jeu assez ciblin, assez subtil, assez magnifique, je dirais. La révolution n'a rien à voir avec la situation que nous vivons actuellement. Cette situation-là, nous l'avons héritée justement des 23 ans de dictature dont je parlais tout à l'heure. Elle se prolonge, elle se prolongera s'il n'y a pas un sursaut, je dirais, d'orgueil des Tunisiens, et si les Tunisiens ne sont pas conscients qu'une démocratie demeure faible et demeure proie, malheureusement, à tous les... une proie facile à tous ceux qui voudraient que la Tunisie et la plupart des pays arabes restent des dictatures et restent, je dirais, des tyrannies. Il faudrait en plus que notre action soit une action dirigée et orientée vers les jeunes qui n'ont pas encore été contaminés par ce que Nasreddine appelait tout à l'heure ce sentiment de sécurité que garantissait un pouvoir tyrannique à une minorité, bien évidemment, et à cette minorité qui tient à ses privilèges et qui pense malheureusement que les Arabes ne peuvent être gouvernés que par des dictateurs et qui ne sont pas habilités à vivre en démocratie et que la démocratie ne leur sied pas ou n'est pas compatible avec leur arabité ou leur islam. Ça, c'est scandaleux ça, c'est scandaleux parce que ça fait partie des pensifs que nous assènent justement un grand nombre de réactionnaires et face auxquels il faut réagir avec la même virulence et la même véhémence. Chihab Bourdir, merci beaucoup. Nasreddine Ben Hadid, merci beaucoup. Olivier Roy, merci beaucoup. Merci à vous, mes chers téléspectateurs, de nous avoir prêté votre attention. Je finirai par un mot, une phrase. À qui profite le terrorisme? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.